Bonjour et bienvenue à tout le monde. Après la vidéo qu'on a réalisée sur la différence entre l'arabe et l'amazigh linguistiquement, j'ai reçu pas mal de commentaires, mais c'est bien dommage, c'était sur WhatsApp, mais pas sur la page YouTube. Ça serait mieux sur la page YouTube pour que tout le monde en bénéficie et pour pouvoir échanger les idées. L'essentiel, c'est que après cette vidéo-là, j'aimerais aujourd'hui aborder un autre thème, toujours dans le cadre de l'aspect linguistique au Maroc. Et aujourd'hui, je vais parler de l'arabe dialectal ou bien ce qu'on appelle Darija, parce que j'ai reçu des commentaires à propos de ce parler marocain populaire. Voilà, on va aborder aujourd'hui ce thème appelé généralement l'arabe dialectal ou le Darija. Et on sait bien qu'il y a des langues naturelles et il y a des langues artificielles. Et Darija, notre parler marocain, on peut le qualifier de langue artificielle. Ou ce qu'on appelle aussi langage de programmation, qu'on décrit par trois niveaux. Le niveau vocabulaire, qu'on appelle lexique, le niveau grammaire qu'on appelle la syntaxe, et le niveau sens qu'on appelle la sémantique. Au point de vue lexique, on remarque la prédomination des mots arabes dans le parler marocain. Et ça, c'est dû à l'adoption des Marocains de la langue arabe, langue du Coran, après l'islamisation. Mais on y trouve aussi des mots de langue néo-latine, essentiellement le français et l'espagnol. Et ça s'explique par la colonisation française et espagnole qu'a connue le Maroc. Auquel a été semé le Maroc, en tout cas. C'est dû à ça. Mais bien avant, le Maroc existait et il était en contact avec d'autres civilisations, telles que la punique avec les Phéniciens et les Carthaginois, la latine avec les Romains, et bien évidemment, il y avait les autochtones qui avaient leur propre culture et leur propre langue. Ces autochtones sont ce qu'on appelle Imazighes, les Amazighs, les Berbères, comme on veut. Et leur langue est amazigh. Et c'est tout à fait normal de trouver des mots amazighs dans le parler populaire marocain. Dans le thème d'aujourd'hui, on veut définir la liaison et le rapport entre le dialecte marocain et les deux langues de communication officielles, à savoir le tamazight et l'arabe littéraire. Ce parler populaire marocain, qu'on appelle souvent Darija ou l'arabe dialectal, car on note la prédominance du lexique arabe, comme on a dit avant. On dit arabe, car l'homme en général donne plus d'importance à la forme. Et dans la linguistique, quand on dit forme, on dit la morphologie du mot. On dit le lexique. Apparemment, alors, c'est de l'arabe. Mais comme on dit, les apparences sont parfois trompeuses. Eh oui, et c'est ce qu'on va découvrir. Car dans la linguistique, une des plus importantes sciences humaines, indispensable pour les études et les recherches, dans la sociologie et l'histoire, on apprend que ce qui détermine une langue, c'est la syntaxe et non pas le lexique. La syntaxe est la partie de la grammaire qui décrit les règles par lesquelles les unités linguistiques se combinent en phrases.
c'est l'ensemble des règles qui sont caractéristiques de telle ou telle langue. Et en logique, c'est l'étude des relations formelles entre les expressions d'un langage. Ainsi, si on prend en considération ces données-là et on analyse le parler populaire marocain, on va déduire que ces expressions ne répondent pas à la grammaire de la langue arabe. Il y a pas mal de différences comme on a déduit dans l'autre vidéo réalisée auparavant, différence entre l'arabe classique et le tamazight, la différence linguistique bien sûr, et on a dit que l'arabe est une langue synthétique tandis que le berbère est une langue analytique. Et il y a l'influence bien sûr sur le parler marocain. Puisque déjà notre parler populaire est aussi analytique. Prenons par exemple le cas des prépositions. On a dit que dans l'arabe classique, on n'a pas toujours besoin des prépositions. Mais en arabe dialectal marocain, on en a besoin. Pour dire par exemple, Kitab Muhammad, le livre de Mohammed, on dit en arabe Kitab Muhammad. Mais en arabe dialectal, on doit dire le Kitab Dial Muhammad. Ça veut dire qu'il y a cette préposition d'appartenance. En tout cas, d'où ça vient, on peut en parler une autre fois, mais de toute façon, on va continuer notre débat aujourd'hui. Mais avant d'illustrer cette différence de fonction entre l'arabe dialectal et l'arabe littéraire, on doit savoir que les causes sont dues à ce qu'on appelle le substratum ou le substrat, ce qui existe dans un être, indépendamment de ses qualités, et on constitue la réalité profonde. C'est l'essence, c'est le fond, c'est la substance ou le support. Et c'est ce substrat qui a été derrière la création des langues néo-latines. Ces peuples avaient leur langue avant que les Romains leur imposassent le latin. Ce latin qui a été conçu de deux modes différents, ou de deux modes différents. Il a été pris de deux modes différents. Un latin classique chez une élite politique, culturelle et religieuse, l'Église. Et aussi un latin vulgaire. Un latin vulgaire chez le peuple en général, avec le substrat des langues d'origine. Et c'est ce latin vulgaire qui va donner plus tard les langues néo-latines telles que le français, l'espagnol, le portugais, l'italien, etc. La même chose pour le chinois actuel. Le chinois officiel actuel était le langage vulgaire, le langage populaire des peuples. Il y avait ce qu'on appelait le chinois culturel, mais c'est le chinois populaire, le langage des peuples qui a pris le dessus et qui est devenu la langue officielle en Chine. Là, la même chose pour le chinois, on a dit alors, et ça pourrait être la même chose pour les dialectes des différents pays du monde arabe. Eh oui, ça pourrait être la même chose des dialectes des différents pays arabes qui pourraient devenir des langues officielles des différents pays du monde arabe. Mais peut-être l'état sacré de la langue arabe, puisqu'il est la langue du Coran, texte sacré du musulman,
que la langue arabe classique a perduré. Il a perduré et aussi elle a été bien conservée, c'est pour son caractère religieux sacré. Autrement, on pourrait avoir des langues néo-arabes, comme des langues néo-latines, les langues néo-arabes. On mesure des langues néo-latines. Oui. Où ces pays néo-latins n'avaient opté pour leur langue populaire. Oui. Alors j'ai dit, autrement, on pourrait avoir des langues néo-arabes en mesure des langues néo-latines. Ou si ces pays néo-latins n'avaient pas opté pour leur langue populaire, on aurait aussi pu avoir aujourd'hui la nation latine en mesure de la nation arabe. Et oui, peu de choses peuvent changer l'histoire. Pour mieux comprendre la différence entre le parler populaire et le classique, on doit tout d'abord savoir que pour apprendre une nouvelle langue, on apprend un nouveau mode d'expression, un autre mode d'expression, pas celui qu'on utilisait dans sa propre langue, dans sa langue mère. Et bien évidemment, on apprend un autre mode, avec une autre syntaxe, et non pas traduire littéralement les mots d'une langue en une autre langue. Là, à force de choses, s'impose le substrat de la langue d'origine, soit la langue mère, quand on recourt à la traduction littérale. Par exemple, si on dit à un Français, rentre dans le marché de ta tête. Ah, les Marocains connaissent bien cette expression, rentre dans le marché de ta tête. Qu'est-ce qu'il va comprendre, un Français? Que va-t-il comprendre de cette expression-là? Évidemment rien. Même si tous les mots de cette phrase sont en français. Mais ça ne donne aucun sens. Ça ne donne aucun sens car ce mode d'expression n'est pas à la française et ça ne transmet aucune idée. C'est une expression purement marocaine. Même en arabe, pardon, même en arabe, ça donne rien. En arabe, on doit dire « est un bichot unique ». Ou bien quelque chose de ce genre. En français, on doit dire « mêle-toi de tes affaires ». Mais si on traduit cette expression de l'arabe dialectal en amazigh, ça va donner le même sens voulu et recherché par cette phrase, par cette expression, car c'est la même fonction, la même syntaxe et c'est le substratum amazigh au berbère. Cela est dû au fait qu'on apprenait les langues d'une manière vulgaire et non pas académique. Surtout les langues imposées à force de choses. Ainsi, on peut imaginer que nos ancêtres, devant l'obligation d'apprendre cette langue, ils ont recouru au parcours le plus facile et le plus rapide, à savoir la traduction littérale. Ils construisaient les phrases en langue mère qui étaient l'amazigh ou le berbère. Ou si on parle du portugais, des espagnols, etc., leur langue mère, etc., leur langue d'origine. Et elle cherchait les synonymes des mots dans l'autre langue. C'est ce qui a donné un langage que seuls eux peuvent le comprendre. Plus encore, chaque fois qu'il détermine un synonyme pour un mot quelconque, il le charge de tout le champ sémantique qu'il a dans, ou bien qu'il a dans leur langue. Par exemple, le synonyme azgzaw en arabe est akhdar. Akhdar en arabe
ne signifie que la couleur verte. Mais en berbère, il a d'autres significations, comme pour dire un fruit qui n'est pas mûr, on dit isgzao. Pour la viande crue qui n'est pas cuite, on utilise le même mot. Et ça s'applique automatiquement à l'arabe dialectal. Et oui, c'est le substrat. Toutefois, pour un arabe d'Arabie, il n'y a que de la viande blanche et de la viande rouge. Il n'y a pas de viande de couleur verte, car il ignore le sens figuré des mots au marocain. On peut trouver dans quelques tribus des gens qui utilisent le même mot ou bien le mot arabe exact pour cette situation linguistique ou sémantique. Et ils disent l'ham niya. Oui, d'une certaine manière, ils n'ont pas tort. Mais le problème, c'est qu'ils tombent dans une autre erreur. Car niya veut dire intention, an-niya. Et le mot juste pour cette situation, on doit dire nayya. Mais dans le marocain, on dit parfois niya au lieu de dire nayya, et ça donne un autre sens pour les Arabes d'Arabie. Et là, j'aimerais rappeler que la lettre qui caractérise la langue arabe, ce n'est pas dad. On dit souvent l'oratou dad. Alors que dad, ça existe dans les autres langues. Il existe en espagnol, il existe aussi en tamazight et dans plusieurs langues. Mais la lettre qui caractérise l'arabe, je crois que c'est la lettre A, ou bien ce qu'on appelle en arabe l'hamza, qui conserve sa même prononciation dans n'importe quel emplacement dans un mot, ce qui n'est pas le cas pour les autres langues. C'est ce qui fait que quelques Marocains disent niya au lieu de nayya, parce qu'on n'a pas cette hamza A, et parce que généralement A, pour nous, la lettre A disparaît automatiquement dans la lettre qui la suit. Niya. Le A disparaît dans la lettre qui suit, mais pas en arabe. En arabe littéraire, en arabe classique, on garde toujours la lettre A ou bien hamza telle qu'elle est, on la prononce telle qu'elle est. Ce que ça vient au début d'un mot, ou à la fin d'un mot, ou au milieu d'un mot, comme par exemple, on dit asadun, on dit al-asatil, al-a, on ne dit pas al-asatil, on ne dit pas al-asad, on dit asad, al-asad, on dit al-kala, quand ça vient à la fin des mots, al-kala, alors c'est plutôt une consonne, d'une certaine manière, si on veut le prendre ainsi. Et voilà, je crois qu'on va conclure cette première partie de ce thème qui suscite plus d'intérêt et qui nécessite plus de temps et plus d'attention et de concentration. Dans la prochaine vidéo, on va continuer ce débat en illustrant ce substrat davantage d'exemples vivants et très courants. Alors à la prochaine vidéo, il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans notre arabe dialectal marocain. Et merci de votre attention et à la prochaine.